Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire folle. Celle d'un alchimiste qui cherchait de l'or dans l'urine humaine et qui, par accident, a découvert un élément capable de brûler des villes entières, tout en étant à la base de toute vie sur Terre. Voici le phosphore. C'est parti. Hambourg, 1669, une cave. Les murs de pierre suintent l'humidité. Sur le sol, 40 tonneaux en chêne, hermétiquement fermés. Une odeur s'en dégage. Pas une simple mauvaise odeur. Une odeur qui fait détourner la tête, se boucher le nez dans sa manche, sortir en courant pour reprendre ses esprits. C'est l'odeur d'urine humaine en putréfaction, qui macère dans ces tonneaux depuis 2 mois déjà. 1,5 tonne d'urine humaine, 60 seaux. Brand payait des soldats, des mendiants, des moines, des habitués des tavernes, pour qu'ils urinent dans ses seaux. Il les rémunérait en petite monnaie, offrant parfois une chope de bière en échange. Et maintenant il se tire là, devant ces tonneaux où le liquide est devenu presque noir, recouvert d'un film gras. Et sérieusement, sans plaisanter, sans être fou, il croit sincèrement que de l'or est caché à l'intérieur. Pas de l'or métallique, pas des pépites, mais de l'or spirituel, l'essence de l'or. Cette fameuse pierre philosophale que les alchimistes cherchaient depuis 1000 ans. Il s'appelait Hennig Brandt, ancien soldat de la guerre de 30 ans, ancien verrier, ancien marchand. Et chaque fois qu'on dit ancien, cela veut dire la même chose. Il avait échoué. Il avait épousé une riche veuve nommée Margareta. Non par amour, mais parce que sa dot lui permettait d'abandonner son métier pour se consacrer à ce qu'il avait toujours voulu faire, l'alchimie, la recherche de la pierre philosophale, la transmutation du plomb en or. Margareta n'y voyait pas d'inconvénient. Peut-être espérait-elle que son mari s'enrichirait, peut-être ne mesurait-elle pas dans quoi elle s'embarquait. Mais le fait est là. Toute sa fortune, tout l'argent du premier mari, tous les biens de la famille, Brandt les dépensait en creuset, en cornus, en fourneaux, en soufre, en mercure, en salpêtre, et désormais en 60 seaux d'urine. Margareta mourut sans voir le résultat. Brandt se remaria, encore avec une riche veuve, et recommença à dépenser son argent dans ses expériences. C'était une époque où l'alchimie et la science n'avaient pas encore divergé. Isaac Newton, l'homme qui allait écrire quelques années plus tard les lois du mouvement et la théorie de la gravitation, consacra autant de temps à l'alchimie qu'à la physique tout au long de sa vie. Ses carnets de laboratoire sont remplis pour moitié de recettes de transmutation des métaux. Brandt n'était donc pas fou aux yeux de ses contemporains. C'était un homme ordinaire de son temps, simplement très obstiné. Pourquoi l'urine, justement? La question paraît idiote aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, la logique de Brandt était irréprochable pour son époque. Les alchimistes croyaient au principe de similitude. Le semblable se transforme en semblable. Le jaune attire le jaune, l'or est jaune, l'urine est jaune. Donc l'urine contient l'essence de l'or. Il suffit de l'en extraire correctement. À cela s'ajoutait l'idée que le corps humain est un microcosme, une petite copie de l'univers, et que tout ce qui existe dans le monde extérieur existe aussi à l'intérieur de l'homme. Si l'or existe dans la nature, l'homme doit en produire d'une façon ou d'une autre, et l'éliminer, bien entendu, par ses sécrétions. La logique est absurde, mais cohérente en elle-même. Brandt n'était pas le premier à raisonner ainsi. Des alchimistes arabes avaient écrit dès le Xe siècle des traités sur l'extraction de l'essence dorée des liquides humains. Brandt faisait simplement ce qu'il considérait comme scientifiquement fondé. Et il se met au travail. D'abord, l'urine doit pourrir longtemps, plusieurs semaines, sans accès à l'air, dans des tonneaux fermés, pour que les substances organiques se décomposent, pour que le liquide libère ce que Brandt appelait l'esprit. À la fin du 2e mois, l'odeur dans la cave devient telle que les voisins se plaignent au magistrat. Brandt paye l'amende et continue. Quand le liquide se transforme en une masse noire et visqueuse, l'étape suivante commence, l'évaporation. Brandt transvase la substance en putréfaction dans d'immenses chaudrons en fer et les maintient sur le feu des jours entiers. L'eau s'évapore. Il reste une résine noire et dense, semblable au goudron. Il récolte cette résine, en forme des blocs qu'il place dans une cornue, un récipient en verre au long col recourbé. Sous la cornue, il dispose des charbons, une chaleur intense, pendant des heures, et il attend. Et voilà que, l'une de ces nuits, quand la chaleur a atteint sa température maximale, quand la résine noire à l'intérieur de la cornue est portée à l'incandescence, se produit ce pourquoi Brandt a sacrifié des années de sa vie et la dot de 2 épouses. Du col de la cornue commence à couler dans le récipient d'eau placé en dessous un liquide épais et blanc, semblable à de la cire fondue. Quand la première goutte tombe dans l'eau, elle se fige et forme une petite bille solide.
Brandt soulève sa bougie pour examiner sa trouvaille. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. La bille dans l'eau brille d'elle-même, sans bougie, sans feu, sans aucune source de lumière. Une lueur terne, vert-blanc, froide, impossible à éteindre. Brandt souffla sa bougie. La cave plongea dans l'obscurité totale. Et dans ce noir absolu, la petite bille dans le récipient d'eau continuait à briller, comme un fragment d'étoile capturé dans un bocal. Brandt cria, non de peur, mais de joie. Il s'agenouilla devant sa propre expérience. Il pleurait. Une seule pensée tournait dans son esprit à ce moment-là. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé la pierre philosophale. J'ai trouvé la lumière de la substance divine. Brandt était un homme profondément religieux. Il croyait que l'or et la pierre philosophale étaient des manifestations matérielles de la nature divine. Et voilà que lui, simple soldat, ancien verrier, avait trouvé dans les déchets humains le rayonnement de Dieu lui-même. Une lumière froide, qui ne consomme pas de combustible, qui brille de l'intérieur, qui existe par elle-même, comme les âmes des saints sur les icônes. Brandt passa toute la nuit auprès de cette bille lumineuse. Il ne pouvait pas s'en détacher. Le matin, quand le soleil se leva sur Hambourg, la bille brillait toujours. Le lendemain soir aussi, et le surlendemain. La lumière semblait éternelle. Du moins, c'est ce qu'il paraissait. En réalité, bien sûr, le phosphore s'oxydait lentement dans l'air et finit par se consumer. Mais à cet instant, Brandt croyait tenir l'éternité entre ses mains. Il donna à sa découverte le nom de phosphore, du grec phos, qui signifie lumière, et phoros, qui signifie porteur, porteur de lumière. Ce même nom, dans la mythologie antique, désignait l'étoile du matin, la planète Vénus, visible à l'aube juste avant le lever du soleil. Phosphore, le porte-lumière. Chez les Romains, ce nom devint Lucifer. Oui, exactement, le même nom. Et cette coïncidence, que nous retrouverons tout au long de cette histoire, s'avérera prophétique, car le phosphore de Brandt, l'élément découvert dans une cave par un alchimiste en quête de Dieu, deviendra 250 ans plus tard l'une des armes incendiaires les plus terribles de toute l'histoire de l'humanité. Le porte-lumière deviendra porteur de mort. Mais en cet instant, en 1669, Brandt ne le sait pas. Il sait seulement une chose. Entre ses mains se trouve un miracle. Et pour ce miracle, les gens paieront n'importe quel prix. Brandt ne publie pas sa découverte, n'écrit pas d'articles scientifiques, n'en informe aucune académie. Il garde sa méthode secrète et commence à vendre discrètement de petits morceaux de cette substance lumineuse à de riches amateurs de curiosité. 1 gramme de phosphore, soigneusement scellé dans une ampoule de verre sous l'eau, valait autant que 5 kilos d'or. C'était le matériau le plus cher du monde. Plus précieux que les diamants, plus précieux que les épices rares. Les aristocrates en achetaient pour en faire la démonstration lors de leur dîner mondain. On éteignait les bougies dans le salon, et sur la table flottait un petit bocal en verre, renfermant un éclat de merveille. Les empereurs commandaient de véritables spectacles au phosphore. Brandt devint relativement aisé, mais la richesse ne le rendit pas plus avisé. Quelques années plus tard, ayant besoin d'argent pour de nouvelles expériences alchimiques, il vendit le secret de fabrication du phosphore à un autre alchimiste nommé Johann Daniel Kraft. Pour 200 thalers, une somme importante, mais absolument sans commune mesure avec la valeur réelle de la découverte. Kraft s'avéra bien plus habile en affaires que Brandt. Il développa la production de phosphore à l'échelle industrielle, embaucha des apprentis, commença à livrer dans toute l'Europe et s'enrichit considérablement. Brandt, ayant vendu son secret, perdit sa source de revenus. À la fin de sa vie, il sombra à nouveau dans la misère, et nul ne se souvient exactement de la date de sa mort. Quelque part dans les années 1690, dans l'anonymat et la pauvreté, l'homme qui avait offert au monde l'élément numéro 15 quitta la vie. Margaretha et sa seconde épouse étaient mortes depuis longtemps. Il ne laissait aucun enfant. Son nom ne figurait dans aucun manuel de l'époque. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, quand des savants sérieux étudièrent le phosphore, que l'on se souvint de Brandt et qu'on le reconnut comme son premier découvreur. Qu'avait-il réellement fait? Voyons cela non plus en alchimiste, mais en chimiste. L'urine humaine contient beaucoup de choses, de l'eau, de l'urée, des sels. Et parmi ces sels se trouvent des phosphates, des composés phosphoriques que notre organisme élimine chaque jour. Quand l'urine se décompose, l'urée se dégrade et les phosphates se concentrent. En évaporant cette masse, on obtient un résidu dense, riche en phosphate de sodium et d'ammonium. Et quand ce résidu est chauffé à blanc en présence de charbon, une réaction chimique de réduction se produit. Le carbone arrache l'oxygène au phosphate
et du phosphore élémentaire pur se dégage sous forme de vapeur. Cette vapeur, en pénétrant dans un récipient froid rempli d'eau, se condense en une substance blanche et cireuse. C'est le phosphore blanc, celui-là même qui brille dans l'obscurité grâce à l'oxydation lente de ces vapeurs par l'oxygène de l'air. Celui-là même qui, 300 ans après Brandt, tombera des avions sur les villes sous forme de bombes incendiaires. Des 60 seaux d'urine, Brandt n'avait obtenu qu'environ 120 grammes de phosphore, moins d'un verre. Mais ces 120 grammes allaient changer le monde. Car le phosphore n'est pas simplement un élément de plus dans le tableau de Mendeleïev. Le phosphore, c'est l'élément numéro 15, un élément à la chimie unique, à la biologie unique, au destin unique dans l'histoire humaine. Un élément sans lequel il n'existe aucune vie sur Terre. Chaque molécule de votre ADN contient des atomes de phosphore dans son squelette. Chaque cellule de votre corps utilise une molécule appelée ATP, adénosine triphosphate, comme monnaie énergétique universelle. Chaque os de votre squelette est composé à 40% de phosphate de calcium. Sans phosphore, vous ne pourriez ni penser, ni bouger, ni respirer, ni exister. 800 grammes de phosphore se trouvent en ce moment même dans votre corps, répartis entre les os, les dents, l'ADN, les membranes cellulaires et des dizaines de milliers d'enzymes. Et ce même élément, cette même substance que l'alchimiste avait extraite de l'urine, est capable de brûler le corps humain à 800 degrés Celsius, continuant à brûler à l'intérieur des chairs jusqu'à atteindre les os. Un paradoxe que nous allons dérouler tout au long de cette histoire, chapitre après chapitre. L'élément de la vie qui tue, l'élément de la lumière qui brûle vif, le porte-lumière devenu porteur de mort. Imaginez ceci. Dans votre main, un morceau de cire, petit, de la taille d'un sucre, jaune-blanc, translucide, humide. Vous venez de le sortir d'un bocal d'eau où il était conservé, vous l'avez posé sur une table en bois et vous regardez votre montre. 30 secondes passent, 1 minute et demie. Et soudain, sans avertissement, sans étincelle, sans feu, le morceau commence à fumer. Il s'en élève un mince filet de fumée blanche. Quelques secondes plus tard, cette fumée s'enflamme, non pas comme du papier ou du bois, mais elle s'embrase instantanément, comme si une torche invisible y avait été approchée. Une flamme haute comme une main, de couleur blanche, jaune, parfois verdâtre sur les bords. La chaleur est telle que vous reculez d'un pas, et la table sous le morceau commence à se carboniser. Vous attrapez un verre d'eau et le versez sur la flamme. Et là se produit quelque chose d'incroyable. La flamme ne s'éteint pas. L'eau bout, crépite, s'évapore, et le morceau de cire continue de brûler dans l'eau même. Le morceau perce la table de part en part, tombe par terre, traverse le plancher, tombe sur le tapis. Le tapis prend feu. Vous essayez d'étouffer le feu avec du sable, le sable fond. Vous versez encore de l'eau. Le feu n'y réagit absolument pas. Il brûlera jusqu'à ce que la substance soit physiquement épuisée. C'est le phosphore blanc. Et ce n'est pas un scénario de film d'horreur, c'est la chimie de l'élément numéro 15. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Pour le comprendre, il faut regarder à l'intérieur de la molécule. Le phosphore blanc possède une structure inhabituelle, même selon les standards de la chimie. Ces atomes s'assemblent par groupes de 4, formant un minuscule tétraèdre, une pyramide à 4 faces P4. Chaque atome de phosphore dans ce tétraèdre est lié à 3 autres atomes. Habituellement, les atomes préfèrent que les angles entre leurs liaisons soient d'environ 109 degrés. C'est la géométrie la plus commode, la moins contrainte. Mais dans le tétraèdre du phosphore blanc, les angles sont comprimés à 60 degrés. Les liaisons sont tordues, courbées, sous une tension permanente, comme un ressort fortement comprimé. La molécule P4 est une petite bombe à retardement. Elle est prête à se désintégrer au moindre prétexte. Et ce prétexte, c'est l'oxygène ordinaire de l'air. Dès que le phosphore blanc entre en contact avec l'air, l'oxygène se précipite sur ces liaisons tendues, les rompt, et la réaction s'emballe. L'oxydation libère une énorme quantité d'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur réchauffe les molécules de phosphore voisines. Elles commencent à réagir à leur tour, et en quelques secondes, la masse entière s'enflamme. La température d'auto-inflammation du phosphore blanc se situe, selon les sources, entre 30 et 44 degrés Celsius. Retenez ce chiffre, 34 degrés. Comparez-le à la température du corps humain, 36,6. Cela signifie que si l'on pose un petit morceau de phosphore blanc sur de la peau nue, il ne brûlera pas seulement, il s'auto-enflammera sur la peau, sous l'effet de la chaleur de votre propre corps. C'est pourquoi le phosphore blanc est stocké uniquement sous une couche d'eau. L'eau l'isole de l'oxygène. C'est le seul moyen de conserver la substance sans qu'elle s'enflamme.
Tout contact avec l'air, et en quelques minutes, le phosphore blanc commence à fumer, prêt à s'enflammer spontanément. Mais si on le laisse dans l'obscurité sous une couche d'eau, on peut observer l'effet même qui avait fasciné Henning Brandt il y a 350 ans. Une lueur pâle et verdâtre, de la chimie-luminescence. Les molécules de phosphore s'oxydent lentement par l'oxygène dissous dans l'eau, et une partie de l'énergie de cette réaction se libère non sous forme de chaleur, mais sous forme de lumière. Une lumière froide qui ne brûle pas. C'est précisément cette lumière qui a donné son nom à l'élément, le porte-lumière, le lumineux. Imaginez maintenant une autre scène. Une goutte de phosphore blanc tombe sur la peau humaine. Que se passe-t-il? D'abord rien, une fraction de seconde. Puis la goutte s'enflamme. La température de combustion du phosphore blanc atteint 800 degrés. Pour comparaison, l'eau bouillante, c'est 100 degrés. L'acier fondu, c'est 1500 degrés. 800 degrés, c'est une température à laquelle la peau non seulement se carbonise, elle s'évapore. Le tissu adipeux sous-cutané fond et brûle comme une bougie. Les fibres musculaires se rétractent et se carbonisent. Mais le phosphore blanc se distingue de tout autre incendie par une caractéristique terrifiante. Il n'a pas besoin de l'oxygène de l'air. Ces molécules sont structurées de telle façon que l'oxydation se poursuit même dans les profondeurs des tissus, là où l'air ne pénètre pas. Le phosphore fondu coule dans les blessures, dans les fissures, sous la peau, et continue d'y brûler. L'eau n'aide pas. Le réflexe naturel en cas de brûlure, arrosé d'eau, ne fait qu'aggraver les choses. Les gouttes de phosphore se répandent sur une plus grande surface. Couvrir de sable ne sert à rien non plus, car le phosphore fond à 44 degrés et s'écoule simplement du sable. Le seul moyen d'éteindre une brûlure au phosphore est le sulfate de cuivre, ou une pâte spéciale à base de sulfate de cuivre. Ces composés lient le phosphore élémentaire en sulfures inertes. Mais sur le terrain, cette pâte n'est disponible que chez les médecins militaires. Un civil aspergé de phosphore blanc n'a aucune chance. Les blessures causées par cette substance ont été décrites par les chirurgiens militaires de la Première Guerre mondiale comme les plus atroces qu'ils aient jamais vues. Certains médecins notaient dans leurs journaux intimes que des soldats souffrant de brûlures au phosphore les suppliaient de les achever. Et là, il nous faut faire un pas en arrière. Se souvenir que Brandt travaillait avec le phosphore blanc à main nue, sans gants, sans hotte aspirante, sans comprendre ce qu'il manipulait, pendant de longues années, et qu'il se brûlait probablement régulièrement légèrement en prenant cela pour des expériences ratées. Il respirait des vapeurs qui empoisonnaient lentement ses poumons et ses reins. C'est peut-être pour cette raison qu'il mourut relativement jeune, comparé aux alchimistes, dont beaucoup vivaient jusqu'à un grand âge. Mais Brandt, du moins, gardait son secret et ne multipliait pas les sources d'empoisonnement. Après que Johann Kraft lui eut acheté la recette, le phosphore devint accessible aux chimistes européens, et à partir de la fin du XVIIe siècle, s'ouvrit une ère d'empoisonnement massif. Les laboratoires de Robert Boyle en Angleterre et de Johann Kunkel dans le Brandebourg, ainsi que d'autres alchimistes et philosophes de la nature, travaillaient avec le phosphore sans vraiment connaître les mesures de sécurité ni les mécanismes de sa toxicité. Les vapeurs de phosphore blanc sont incolores et dégagent une faible odeur d'ail. Elles ne provoquent pas d'irritation immédiate des voies respiratoires, contrairement au chlore par exemple. Ainsi, l'empoisonnement progressait lentement. Les symptômes s'accumulaient sur des années et il était impossible de les relier au phosphore. Douleurs abdominales, perte de dents, destruction du foie, troubles psychiatriques, mort atroce au bout du compte. Des dizaines de chimistes payèrent de leur vie l'étude de cet élément. À la fin du XVIIIe siècle, la science fit un bond en avant. Antoine Laurent Lavoisier, ce Français qui créa la chimie moderne et élucida la théorie de la combustion, établit que le phosphore est un élément chimique. Non pas un miracle alchimique, non pas un esprit, non pas une essence, mais simplement l'un des éléments occupant une place déterminée dans la nature. Lavoisier brûlait du phosphore dans des fioles hermétiques remplies d'air, mesurait les variations de poids, comprit que lors de la combustion, le phosphore se combine à l'oxygène pour former un oxyde. C'est lui qui inscrivit le phosphore dans son tableau des éléments en 1789. Lavoisier, soit dit en passant, connut une mauvaise fin. Quelques années après la publication de ses travaux, la Révolution française l'envoya à la guillotine en tant qu'ancien fermier général des impôts. Le président du tribunal révolutionnaire aurait déclaré, selon la légende, que la République n'avait pas besoin de savants. Lavoisier fut décapité en 1794. L'un de ses collègues, le mathématicien Lagrange, prononça le lendemain une formule célèbre. Il n'a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête,
et 100 ans ne suffiront peut-être pas pour en reproduire une semblable. En 1847, se produisit une découverte qui aurait pu sauver des milliers de vies si elle avait été adoptée plus rapidement. Le chimiste autrichien Anton von Schroeter découvrit que si l'on chauffait le phosphore blanc sans accès à l'air, à une température d'environ 250 degrés pendant plusieurs heures, il se transformait en une substance entièrement différente, le phosphore rouge. La même formule chimique, le même élément numéro 15, mais une structure cristalline différente et des propriétés radicalement différentes. Le phosphore rouge ne brille pas dans l'obscurité et ne s'enflamme pas spontanément à température ambiante. On peut le tenir dans les mains, en respirer la poussière, sans être immédiatement empoisonnant. Pour allumer le phosphore rouge, il faut atteindre environ 260 degrés. C'est un matériau tout à fait inoffensif comparé au phosphore blanc. C'est un exemple d'un phénomène unique qu'en chimie on appelle allotropie. Un même élément, composé d'atomes absolument identiques, mais formant des structures cristallines différentes aux propriétés radicalement distinctes. Le diamant et le graphite sont des allotropes du carbone. Le phosphore blanc et le phosphore rouge sont des allotropes de l'élément numéro 15. Et la différence entre eux est comme entre un ange et un démon. Schroeter présenta le phosphore rouge à la société et déclara « Nous pouvons utiliser cette substance sûre à la place de ce phosphore blanc mortel qui tue les ouvriers dans les usines d'allumettes. » Mais l'industrie ne l'entendit pas. La production de phosphore blanc était moins chère. Les œillettes au phosphore blanc s'enflammaient sur n'importe quelle surface, alors qu'avec le rouge, il fallait un frottoir spécial sur la boîte. Ce n'était pas pratique pour les affaires, et les affaires continuèrent de tuer les ouvriers. Pendant encore 60 ans, jusqu'au début du XXe siècle, le phosphore blanc resta le principal matériau des usines d'allumettes, et cette industrie engendra l'une des maladies professionnelles les plus terribles de l'histoire. Une maladie dans laquelle les os du visage des personnes atteintes commençaient à briller dans l'obscurité d'eux-mêmes. Une maladie que l'on appelait la mâchoire phosphorée. Nous parlerons de cette épidémie, des filles qui travaillaient dans les usines londoniennes, de la grève qui changea le monde, dans le prochain chapitre. Mais retenez pour l'instant une chose. Le phosphore blanc n'est pas simplement une substance dangereuse. C'est une substance qui, en un certain sens, vit. Elle réagit à la chaleur, à la lumière, à l'air. Elle se transforme selon les conditions. Elle se comporte comme si elle avait un caractère. Et son caractère est mauvais. C'est un démon chimique, enfermé dans des bocaux de verre remplis d'eau un peu partout dans le monde. Et quand le verre se brise, le démon sort. Londres, East End, 1888. Un quartier sale où vivent des ouvriers, des dockers, des filles d'usine et des miséreux. Dans la rue Beau se dresse un grand bâtiment industriel en briques rouges. Au-dessus de l'entrée, une enseigne, Bryant and May, une usine d'allumettes. À l'intérieur, dans de grandes salles au plafond bas, travaillent 1500 personnes, des femmes et des filles en majorité. Beaucoup ont 13 ou 14 ans. Elles se tiennent debout devant de longues tables et trempent de minces bâtonnets en pain dans une pâte jaune-blanc. Cette pâte est composée de phosphore blanc, de soufre, de colle et de charge. Les bâtonnets sèchent ensuite et sont emballés dans des boîtes vendues dans tout l'Empire britannique. La lumière dans les ateliers est faible, les fenêtres sont fermées, l'air est lourd de vapeur de phosphore. Les filles travaillent 12 à 14 heures par jour. Salaire, 4 shillings par semaine. Et sur ce salaire, on prélevait des amendes. Amende pour avoir parlé, amende pour un bâtonnet tombé, amende pour retard, amende pour tablier sale. Parfois, après toutes les retenues, une fille ramenait chez elle moins de 2 shillings. Impossible de vivre avec ça. Mais il n'y avait pas d'autre travail dans le quartier. Et voilà l'une de ces filles. Disons qu'elle s'appelle Sarah. Elle a 15 ans. Cela fait déjà 2 ans qu'elle travaille à l'usine. Elle remarque qu'une dent commence à lui faire mal. Une douleur sourde et lancinante dans la mâchoire inférieure droite. D'abord légère, puis de plus en plus forte. La gencive près de la dent s'enflamme, rougit. Quelques semaines plus tard, la dent se met à branler. Elle tombe. De l'alvéole laissé par la dent commence à suinter du pus. L'haleine de Sarah devient telle que sa mère ne peut plus dormir dans le même lit qu'elle. Sarah va voir le médecin de l'usine. Il lui dit de se rincer la bouche et de ne pas se distraire du travail. 1 mois plus tard, Sarah perd une 2e dent, puis une 3e. La mâchoire commence à se déformer. Et voilà qu'une nuit, réveillée par la douleur, Sarah se lève et s'approche du miroir dans la chambre obscure. Elle voit quelque chose qui la pétrifie d'horreur. Sa propre mâchoire inférieure brillait à travers la peau d'une lueur verdâtre et terne. Sous la joue, le contour de l'os apparaissait, lumineux comme une lanterne.
Ce n'était pas une hallucination, c'était un phénomène bien réel. L'os de Sarah était imprégné de phosphore, et le phosphore s'oxydait lentement en émettant cette lueur froide. Exactement comme le faisait le morceau qu'Hennig Brandt avait extrait de 60 seaux d'urine 200 ans auparavant. La maladie s'appelait la mâchoire phosphorée, en anglais phosphidja, en latin médical nécrose de la mandibule induite par le phosphore. Le mécanisme de son apparition resta longtemps obscur, mais vers la fin du XIXe siècle, les médecins l'avaient élucidé. Les vapeurs de phosphore blanc que respiraient les ouvrières passaient dans le sang par les poumons. Une partie du phosphore se liait au calcium et se déposait dans les os, où le métabolisme est le plus actif. Chez les jeunes, les os croisent de façon particulièrement intense. C'est pourquoi les adolescents souffraient davantage. Mais les processus métaboliques les plus actifs se déroulaient dans la mâchoire inférieure, soumise à une charge constante liée aux dents, à la croissance des racines, à la régénération. Le phosphore s'accumulait précisément dans l'os maxillaire, surtout si l'ouvrière avait une carie ou une dent malade. Par le trou dans la dent, les vapeurs de phosphore pénétraient directement dans l'os, et une nécrose s'y installait. Le tissu osseux pourrissait littéralement de l'intérieur, se désintégrait, se transformait en une masse poreuse. Des abcès se formaient, des fistules. Le pus s'écoulait vers l'extérieur par des fistules sur la joue, sur le cou. L'odeur était telle qu'il était impossible d'entrer dans la pièce où se trouvait la malade sans suffoquer. Les voisins refusaient de vivre à proximité. Les familles chassaient leurs filles malades de chez elles, car elles ne pouvaient plus supporter l'odeur de la chair en décomposition. Les filles mouraient soit d'une septicémie, quand l'infection gagnait le sang depuis la mâchoire, soit d'épuisement faute de pouvoir manger, soit d'une atteinte des organes internes par le phosphore. Le foie, les reins, le cerveau en souffraient également. Un seul traitement existait. Un chirurgien amputait la partie atteinte de la mâchoire sans anesthésie. L'anesthésie commençait à peine à entrer dans la pratique et dans les hôpitaux d'usine bon marché, on ne l'utilisait pas. On donnait à la fille un verre de gin ou de brandy, on la ficelait à une chaise. 4 infirmiers tenaient la tête et le chirurgien scellait en 5 à 10 minutes une partie de l'os maxillaire avec une scie spéciale, sans suturer les tissus mous. On laissait les plaies cicatriser d'elles-mêmes. Beaucoup mouraient du choc pendant l'opération. Celles qui survivaient restaient à vie sans la moitié du visage, sans menton, incapables de manger des aliments solides, de parler, de respirer normalement. Elles portaient des voiles à vie et ne sortaient plus de chez elles, car leur apparence provoquait des évanouissements chez les passants. Sur les photographies de l'époque conservées dans les archives médicales, on voit des visages de femmes dont la mâchoire inférieure n'est qu'un vide béant. La peau du menton pend sur la poitrine. De la salive coule en permanence de la bouche. La langue souvent n'est plus là non plus, enlevée avec les tissus malades. C'étaient les victimes vivantes du phosphore blanc. Elles ne survivaient guère, 1 an, 2 ans, 5 ans au plus. Et voici le plus horrible de cette histoire. Les propriétaires de la fabrique Bryant & May le savaient. Ils le savaient depuis les années 1880, quand les premiers cas de mâchoire phosphorée avaient été décrits dans la presse médicale. Ils savaient que le phosphore rouge existait et pouvait remplacer le blanc. Ils savaient que de nombreux pays européens avaient déjà commencé à passer aux allumettes sûres, mais cela leur était profitable. Le bénéfice de la fabrique atteignait environ 20% par an. Les dividendes des actionnaires étaient considérables. Et quand une journaliste nommée Annie Besant, socialiste et militante, publia en juin 1888 un article dévastateur intitulé «L'esclavage blanc à Londres», qui décrivait les conditions de travail à l'usine, la réponse des propriétaires fut typique. Ils convoquèrent plusieurs ouvrières et leur demandèrent de signer une déclaration selon laquelle l'article était un mensonge, que les conditions étaient excellentes, qu'elles étaient satisfaites de leur salaire et de leur traitement. Quelques filles refusèrent de signer. Elles furent immédiatement licenciées, et alors se produisit ce que personne n'attendait. Le lendemain, le 5 juillet 1888, 1400 ouvrières de la fabrique Bryant & May sortirent dans la rue, déclarèrent une grève sans syndicat, sans organisation, sans caisse de solidarité, refusant simplement de travailler. Ce fut l'une des premières grèves réussies d'ouvrières non qualifiées de l'histoire britannique. Des filles et des femmes que l'on considérait comme du matériau jetable et sans cervelle s'organisèrent d'elles-mêmes. Elles parcouraient la ville en racontant leur histoire, en montrant leurs mâchoires luminescentes dans l'obscurité, les visages amputés de leurs camarades. Le public londonien fut choqué. Les journaux s'emparèrent de l'histoire. Au bout de 2 semaines, les propriétaires de la fabrique capitulèrent, acceptèrent d'augmenter les salaires, d'abolir les amendes, d'améliorer la ventilation dans les ateliers.
C'était une victoire, mais partielle seulement. La production de phosphore blanc à la fabrique se poursuivit encore 20 ans. Les filles continuèrent de tomber malades et de mourir, simplement avec un salaire légèrement plus élevé et sans amende. Le problème de fond n'avait pas été résolu. Il le fut seulement en 1906, dans la ville suisse de Berne. Les représentants de 14 pays européens s'y réunirent et signèrent la Convention de Berne interdisant l'utilisation du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. Ce fut le premier traité international de l'histoire de l'humanité interdisant une substance chimique spécifique dans l'industrie. Un précédent qui fut suivi de dizaines d'autres conventions, de l'interdiction des peintures au plomb à celle des chlorofluorocarbures. La Grande-Bretagne signa la convention en 1908. À partir de ce moment, toutes les allumettes du monde furent fabriquées à base de phosphore rouge. Selon la technologie qu'Anton von Schroeter avait découverte dès 1847. Il avait fallu 60 ans à l'industrie pour adopter une technologie sûre. 60 ans au cours desquels, selon les estimations les plus prudentes, des dizaines de milliers de jeunes femmes en Europe et en Amérique du Nord moururent de la mâchoire phosphorée. Personne n'en compta le nombre exact. Ces vies ne comptaient pas. L'histoire des ouvrières de la fabrique d'allumettes Bryant May n'est pas un épisode isolé, c'est un modèle, un schéma selon lequel, à l'ère industrielle, la même tragédie se reproduisit encore et encore. On découvre une nouvelle substance, on s'aperçoit qu'elle est dangereuse, on l'utilise en production de masse parce que c'est rentable. Les victimes sont des ouvriers pauvres, en majorité des femmes et des enfants, car les hommes peuvent trouver un travail mieux rémunéré. Les victimes meurent en silence, jusqu'à ce qu'un journaliste ou un militant attire l'attention de la société. La société est horrifiée, des lois sont votées. La substance dangereuse est remplacée par une moins dangereuse. 10 ans passent, une nouvelle substance dangereuse apparaît, et le cycle recommence. Après le phosphore blanc, vint le plomb dans les peintures et l'essence. Après le plomb, le mercure dans la fabrication des chapeaux. Après le mercure, le radium dans l'industrie horlogère. Et quand nous parlons des filles au radium, mortes en Amérique dans les années 1920, nous parlons, au fond, des sœurs des allumettières britanniques. Seul l'élément dangereux change, mais la mécanique de l'exploitation reste la même. Mais l'histoire du phosphore ne s'arrête pas là. Au début du XXe siècle, l'humanité avait appris à fabriquer des allumettes sans danger. Cela ne signifiait pas pour autant que le phosphore blanc avait disparu de la circulation. Il passa simplement de l'industrie civile à l'industrie militaire. Et là, dans les laboratoires militaires, ses propriétés meurtrières ne furent plus exploitées par accident, par négligence ou par cupidité de propriétaires d'usines. Elles le furent délibérément, avec un calcul froid, pour tuer les ennemis de la façon la plus atroce possible, pour incendier des villes, des quartiers entiers, des hommes dans des tranchées et des réfugiés sur les routes. Si au XIXe siècle, le phosphore tuait les pauvres ouvrières une à une, lentement et en silence, au XXe siècle, il commencerait à tuer par milliers d'un seul coup, lancés depuis le ciel. Et de cela, des bombes au phosphore, de Hambourg et de Dresde, des tempêtes de feu qui transformèrent les villes allemandes en flaques en fusion, du phosphore blanc au Vietnam, à Fallujah, dans les conflits contemporains, nous parlerons dans le prochain chapitre. Hambourg. La nuit du 27 au 28 juillet 1943. À 1 heure du matin, heure locale, les premiers avions apparaissent au-dessus de la ville. 774 lourds bombardiers de la Royal Air Force britannique. Le grondement des moteurs s'entend à des dizaines de kilomètres. Les habitants de Hambourg, réveillés par les sirènes d'alerte aérienne, descendent dans les abris. Pour beaucoup, ce n'est pas la première fois. Les raids se succèdent depuis plusieurs mois. Mais cette nuit sera différente. Cette nuit entrera dans l'histoire sous le nom de code Opération Gomorrhe, en référence à la ville biblique que Dieu détruisit par le feu venu des cieux. Ce nom n'avait pas été choisi au hasard. Le commandement britannique réservait à Hambourg précisément ce destin. Les avions larguent d'abord des bombes explosives qui arrachent les toits des maisons, détruisent les fenêtres, transforment les charpentes en bois en éclats ouverts. Vient ensuite une deuxième vague, des bombes incendiaires. Petits cylindres de quelques kilos chacun. Il y en a des centaines de milliers. Elles tombent du ciel comme une pluie d'acier. Et dans chacune de ces petites bombes, parmi d'autres composants, se trouve du phosphore blanc. 15 minutes après le début du bombardement, le centre de Hambourg se transforme en quelque chose auquel la littérature militaire donnera plus tard un nom. La tempête de feu. Ce n'est pas un simple incendie. C'est un phénomène atmosphérique auto-entretenu, comparable physiquement à une tornade. Quand plusieurs kilomètres carrés de tissu urbain dense brûlent simultanément, une quantité colossale de chaleur est générée dans l'air.
L'air chaud monte vers le haut à une vitesse de tempête, emportant avec lui cendres et fumée. À sa place, s'engouffre avec une vitesse foudroyante de l'air frais venu des faubourgs. Cet air, en pénétrant dans la zone d'incendie, y apporte de l'oxygène et attise le feu à des températures qu'aucun incendie ordinaire n'atteint jamais. À Hambourg, cette nuit-là, la température à l'épicentre monta jusqu'à 1000 degrés Celsius. L'asphalte des rues bouillait. Le verre des fenêtres ne fondait pas seulement, il s'évaporait. Les rails de tramway en fonte se tordaient sous la chaleur. Le vent dans les rues atteignit 250 km/h. Les gens qui sortaient des abris étaient aspirés par ce courant d'air furieux vers l'épicentre de l'incendie. Les enfants s'arrachaient des bras de leur mère, les adultes étaient soulevés comme des poupées et jetés dans les flammes. Le phosphore blanc jouait dans cette catastrophe un rôle particulier. Les bombes incendiaires larguées sur Hambourg contenaient un mélange de plusieurs substances. Un alliage de magnésium pour la combustion principale, de la thermite pour percer les toitures et du phosphore blanc comme amorçage. Quand une telle bombe heurtait un toit, la charge phosphorée s'enflammait instantanément, enflammant tout autour. Une partie du phosphore se dispersait dans tous les sens et atteignait des personnes se trouvant dans un rayon de quelques mètres. Les descriptions des médecins ayant travaillé à Hambourg après le raid sont si atroces que dans ce chapitre, nous les rapportons avec un maximum de retenue. Des gens arrivaient dans les hôpitaux de campagne avec des fragments de phosphore blanc brûlant encore sur leur peau. Ces fragments ne pouvaient ni être rincés à l'eau, ni écartés à la main. La peau continuait de se consumer et de fondre. Certains habitants de Hambourg, tentant d'éteindre le phosphore, se jetaient dans les canaux et les rivières, s'y plongeaient entièrement, et tant qu'ils restaient sous l'eau, le phosphore ne brûlait pas. Mais dès qu'ils sortaient la tête pour respirer, le morceau de phosphore sur leur peau se rallumait au contact de l'air. Ces personnes restaient debout dans l'eau jusqu'au cou des jours entiers, jusqu'à ce qu'un sauveteur vienne à elles avec la pâte spéciale au sulfate de cuivre. Beaucoup n'attendirent pas les secours et se noyèrent d'épuisement, n'ayant plus la force de garder la tête hors de l'eau. En 4 nuits de bombardement, l'opération Gomorrhe détruisit 8 km² de quartiers résidentiels de Hambourg. 42 000 personnes périrent. La majorité, non sous les explosions, mais dans les flammes et l'asphyxie dans les caves où pénétrait l'oxyde de carbone mortel. 1 200 000 personnes se retrouvèrent sans abri. La fumée visible de l'incendie s'élevait à 8 km de hauteur et était visible depuis d'autres villes à 200 km. Hambourg fut la première ville de l'histoire détruite par une tempête de feu créée par l'homme. Mais pas la dernière. Exactement 1 an plus tard, en février 1945, la même technique fut appliquée à Dresde. Là encore, d'abord des bombes explosives pour détruire les toitures, puis un déluge de bombes incendiaires au phosphore. Dresde, ville d'architecture baroque, sans aucune importance militaire significative, fut détruite en 2 nuits. Le nombre de victimes fait encore l'objet de débats historiques. Les estimations oscillent entre 25 et 40 000 personnes. Et dans les deux cas, à Hambourg comme à Dresde, le phosphore blanc joua un rôle clé. L'élément numéro 15, découvert par un alchimiste dans une cave 2 siècles et demi plus tôt, brûlait désormais des villes allemandes à une vitesse qu'aucune guerre du passé n'aurait pu imaginer. Mais il serait réducteur de penser que les bombes au phosphore sont exclusivement une invention britannique. Toutes les parties belligérantes de la Seconde Guerre mondiale utilisèrent activement le phosphore blanc. L'Allemagne l'employa sur le front de l'Est, notamment dans les combats autour de Stalingrad et durant le blocus de Leningrad. L'Union soviétique utilisa des obus au phosphore dans les combats contre les Finlandais et lors de la prise de Berlin. Les États-Unis firent usage du phosphore blanc dans le théâtre du Pacifique contre les fortifications japonaises et sous la forme de ce que l'on appelait les Willie Pete, des obus au phosphore blanc avec lesquels les artilleurs américains délogeaient les Japonais des grottes d'Iwo Jima et d'Okinawa. Les soldats japonais qui sortaient des grottes avec le visage et les mains brûlées tombaient sous les tirs de mitrailleuses. C'était une tactique militaire systématique et rodée. C'est pourquoi, après la guerre, lorsque le tribunal international de Nuremberg fut créé et que les crimes de guerre furent examinés, les bombardements au phosphore sur les villes ne furent pas mentionnés. Les vainqueurs ne jugent pas les vainqueurs. Toutes les parties belligérantes avaient utilisé cette méthode et personne ne fut traduit en justice. Après la Seconde Guerre mondiale, le phosphore resta dans les arsenaux de toutes les grandes armées. Guerre de Corée, 1951 à 1953. Les Américains utilisèrent massivement des mélanges de phosphore et de napalm contre les positions nord-coréennes. Vietnam
années 1960 à 1970. Même histoire, à plus grande échelle. Des obus au phosphore blanc étaient utilisés pour marquer des objectifs avant les bombardements principaux, comme moyen de signalement visible à grande distance. Et chaque tel obus, en touchant le sol, dispersait des morceaux en feu dans un rayon de 50 mètres. Si des civils se trouvaient dans ce rayon, ce qui arrivait constamment lors de la guerre du Vietnam, ils mouraient dans d'atroces souffrances. La célèbre photographie de Nick Hutt, prise en 1972, montrant une fillette de 9 ans nommée Phan Thi Kim Phuc, courant nue sur une route en criant des mots de désespoir. Cette photographie fit le tour du monde et devint le symbole de l'horreur de la guerre du Vietnam. Elle avait été atteinte non par du phosphore, mais par du napalm. Mais la physique et la chimie des brûlures causées par ces deux substances sont très similaires. Une substance persistante et inflammable qui colle à la peau, s'enfonce dans les chairs, continue de brûler jusqu'à épuisement complet. Et ces brûlures ont poursuivi Kim Phuc toute sa vie. Au XXe et XXIe siècle, l'utilisation du phosphore blanc à des fins militaires est devenue l'objet de nombreuses conventions internationales. Le protocole 3 de la Convention sur certaines armes classiques, adopté en 1983 à Genève, interdit l'usage d'armes incendiaires contre des populations civiles et dans les zones de concentration de personnes civiles. Cependant, ce protocole comporte de nombreuses lacunes. Utiliser du phosphore comme écran de fumée ou comme moyen de signalement reste autorisé. Et les militaires de nombreux pays continuent de le faire, parfois avec une interprétation très libérale des règles. En 2004, les forces américaines utilisèrent du phosphore blanc lors de l'assaut de la ville irakienne de Falloujah. Les services de presse militaires le nièrent dans un premier temps, puis l'admit, en présentant cela comme l'emploi de moyens d'éclairage et de fumigènes. Mais les photos prises par des journalistes sur place montraient des brûlures caractéristiques sur des civils. La même histoire se répéta dans la bande de Gaza en 2008 à 2009, quand l'armée israélienne utilisa des obus au phosphore dans des zones densément peuplées. Les organisations internationales enregistrèrent ces cas, publièrent des rapports, imposèrent des sanctions, mais le phosphore reste dans les arsenaux de la plupart des armées du monde. Pourquoi, demanderez-vous? Pourquoi un élément ayant une histoire aussi sinistre n'est-il pas totalement interdit, comme le sont les armes chimiques ou biologiques? La réponse est cyniquement simple. Les militaires considèrent le phosphore blanc comme utile. Il crée un écran de fumée blanche et dense derrière lequel on peut déplacer des troupes. Il brûle si intensément qu'il éclaire le champ de bataille de nuit. Il est efficace contre les blindés car en s'infiltrant à l'intérieur, il perce les blindages. Et contrairement au napalm ou au gaz neurotoxique, il n'est pas formellement classé comme arme chimique. Sur le plan juridique, le phosphore est une arme incendiaire, soumise à des règles bien plus souples. Cette classification formelle permet aux militaires de continuer à l'utiliser sans sanction. Et chaque fois que nous voyons dans l'actualité un quartier résidentiel en flammes dans une quelconque zone de conflit, il y a de fortes chances que parmi les moyens employés figurait précisément l'élément numéro 15, celui-là même issu de la cave d'Henning-Brandt. Si l'on considère ce chapitre depuis le point de vue de l'oiseau, on peut tirer une conclusion terrifiante. Henning Brandt, simple alchimiste cherchant de l'or dans de l'urine, a découvert une substance qui, au cours des 300 années suivantes, a causé à l'humanité, en tant qu'arme de guerre, plus de morts que tout autre élément chimique en dehors des éléments radioactifs. L'uranium et le plutonium ont certes donné à l'humanité l'arme nucléaire, et ses victimes se comptent par centaines de milliers. Mais si l'on additionne tous les morts des bombes au phosphore lors de la Seconde Guerre mondiale, en Corée, au Vietnam, dans tous les conflits ultérieurs, le chiffre s'avère comparable. Et ces morts furent plus atroces, plus lentes, plus humainement dégradantes que la vaporisation instantanée à l'épicentre d'une explosion atomique. Le phosphore ne tue pas par un éclair, il tue par brûlure, par combustion lente, par inhalation de fumée toxique, par empoisonnement des sources d'eau où tombent les résidus de la substance consumée. Mais le plus terrible dans cette histoire n'est même pas le nombre de victimes. Le plus terrible est que chaque molécule de phosphore blanc qui brûla jamais dans une bombe incendiaire est chimiquement identique aux molécules dont sont faits vos propres os. Le même élément numéro 15, 15 protons dans le noyau, la même structure électronique, les mêmes atomes que ceux contenus dans votre moelle épinière, dans l'ADN de vos cellules, dans l'émail de vos dents. La nature utilise cet élément pour créer la vie. L'humanité a appris à l'utiliser pour détruire la vie. Et la frontière entre ces deux rôles du phosphore n'est pas chimique, elle est structurelle. Seule change la façon dont les atomes de phosphore sont liés les uns aux autres.
Quand ils forment des tétraèdres de la forme allotropique blanche, la substance devient un démon. Quand ils entrent dans la composition des groupes phosphates de l'ADN, la substance devient le fondement de l'existence. Un même élément, deux fonctions absolument opposées. Et nous examinerons ces deux fonctions. Dans le prochain chapitre, nous quitterons la guerre pour nous pencher sur l'aspect le plus étrange et le plus merveilleux du phosphore, sur le fait que sans lui, aucune vie n'existerait sur Terre. Prenez votre paume et regardez-la attentivement. Fermez-la en poing, ouvrez-la, pliez les doigts. Chacun de ces mouvements requiert de l'énergie. Une énergie que votre corps produit dans chaque cellule, à chaque seconde, sans interruption, tout au long de votre vie, du moment de la conception jusqu'au dernier souffle. Et à la base de ce processus se trouve une seule molécule, l'adénosine triphosphate, l'ATP. La molécule que les biologistes appellent la monnaie énergétique de la cellule. Une molécule dans laquelle 3 atomes de phosphore jouent un rôle clé. En ce moment même, dans chacune de vos cellules, un cycle ininterrompu de cette molécule est à l'œuvre. La molécule d'ATP se forme, cède son énergie pour un travail cellulaire quelconque, se transforme en ADP, adénosine diphosphate, puis se reconstitue en ATP. Ce cycle tourne à une vitesse qui dépasse l'imagination. Chaque seconde, dans vos cellules, environ 2,5 millions de molécules d'ATP se décomposent et se reconstituent par cellule. Si l'on additionne sur l'ensemble des 37 000 milliards de cellules de votre corps, on obtient que chaque jour, votre organisme produit et consomme une quantité d'ATP dont la masse équivaut à votre propre poids. Chaque jour. 80 kg de molécules passent par le cycle en 24 heures. Et dans chacune de ces molécules, il y a 3 atomes de phosphore. Sans ces atomes, il n'y aurait nulle pensée dans votre tête, nul battement de votre cœur, nul mouvement de vos muscles. Qu'y a-t-il de si particulier dans le phosphore pour qu'il soit devenu la monnaie énergétique universelle de tout ce qui vit sur la planète Terre? La réponse réside dans la chimie des liaisons. Quand un atome de phosphore est lié à d'autres atomes par des ponts oxygène, formant ce qu'on appelle un groupe phosphate, ce groupe possède des propriétés très spécifiques. La liaison entre 2 groupes phosphates voisins dans l'ATP stocke une grande quantité d'énergie sous forme de potentiel de répulsion entre les atomes d'oxygène chargés négativement. Cette liaison est relativement instable, facile à rompre, et lors de sa rupture se libère une quantité significative d'énergie, 40 kJ par mol en langage chimique. C'est suffisant pour déclencher n'importe quelle réaction chimique dans la cellule, transporter n'importe quelle substance à travers une membrane, plier ou déplier n'importe quelle protéine. Et pourtant, la liaison phosphate n'est pas si fragile qu'elle se brise d'elle-même. À température ambiante, elle est stable jusqu'à ce qu'une enzyme la rompe spécifiquement. C'est la batterie idéale. Charge lente, décharge instantanée sur commande, pas de décharge accidentelle. La nature a mis des milliards d'années d'évolution à trouver une telle chimie. Et une fois trouvée, tous les organismes vivants de la planète, sans exception, l'ont intégrée à leur métabolisme. Bactéries, champignons, plantes, poissons, reptiles, mammifères, êtres humains, tous utilisent l'ATP, tous comptent sur le phosphore. Mais l'ATP n'est qu'une partie de l'histoire. Le phosphore constitue la base d'une autre molécule encore plus fondamentale. La molécule d'acide désoxyribonucléique, l'ADN. Cette longue chaîne en spirale dans laquelle est inscrite toute l'information vous concernant, la couleur de vos yeux, la forme de votre nez, votre prédisposition à certaines maladies, comment votre corps doit croître et se renouveler. Chaque cellule de votre organisme contient environ 2 mètres de cette chaîne, enroulée en une spirale serrée. Si l'on déroulait tout l'ADN de toutes les cellules d'un seul être humain et qu'on l'étendait en une seule ligne, on obtiendrait la distance de la Terre au Soleil et retour plusieurs fois. Et cette gigantesque archive moléculaire repose sur un seul et unique élément, le squelette, l'armature de la spirale d'ADN. Cette chaîne structurelle à laquelle sont accrochées les bases azotées codant l'information génétique est constituée de molécules de sucre et de groupes phosphates en alternance. Si l'on retirait le phosphore, l'ADN s'effondrerait. Aucune information génétique ne serait préservée. Il n'y aurait pas de vie. Pas de phosphore, pas d'ADN, pas d'hérédité, pas d'évolution. C'est pourquoi, lorsque les astrobiologues cherchent de la vie sur d'autres planètes, le phosphore est l'une des premières substances à partir de la présence desquelles ils évaluent l'habitabilité. Sans phosphore, la vie sous sa forme biochimique connue est impossible. Le troisième grand usage du phosphore dans les organismes vivants est d'ordre structural. Os, dents,
écailles de poisson, coquilles de mollusques. Tout tissu dur et résistant qui maintient la forme de votre corps et vous protège des chocs est composé, dans une large mesure, de phosphate de calcium. Il s'agit d'un matériau composite minéral dont la structure ressemble à celle de l'hydroxyapatite, un minéral que l'on rencontre aussi dans la nature en dehors des organismes vivants. Votre squelette est constitué à 40% de cette substance. Quand vous tenez votre propre doigt dans votre main et que vous sentez sous la peau l'os solide, vous tenez du phosphate de calcium. Et ce même phosphate, sous forme d'émail dentaire, constitue le tissu le plus dur de votre corps, plus dur que bien des minéraux naturels. L'émail d'une dent peut supporter une pression allant jusqu'à 400 mégapascales, ce qui est comparable à la résistance de certains aciers. La nature utilise le phosphore comme matériau de construction parce que le phosphate de calcium forme des cristaux extrêmement résistants, tout en étant compatible avec la biochimie des cellules. On peut le dissoudre et le reconstituer au besoin. Quand vous vous cassez un os, les ostéoblastes, des cellules spécialisées, commencent à synthétiser une nouvelle matrice de collagène et y font se déposer des cristaux de phosphate de calcium. En quelques semaines, l'os est réparé. Et tout cela grâce à l'élément numéro 15. Mais d'où vient le phosphore dans les organismes vivants? Pas de l'air comme l'oxygène et pas de l'eau comme l'hydrogène. L'atmosphère ne contient du phosphore sous aucune forme. Il n'y a aucun composé gazeux du phosphore dans l'air qui vous entoure. Tout le phosphore qui circule dans la biosphère provient à l'origine de la croûte terrestre, de roches dans lesquelles des gisements de phosphorite se sont formés il y a des milliards d'années. De ces roches, le phosphore passe dans le sol, de là dans les plantes, des plantes dans les herbivores et des herbivores dans les carnivores, pour aboutir finalement dans votre organisme via la nourriture. Chaque atome de phosphore dans votre corps a un jour reposé dans la croûte terrestre sous forme de minéral, puis a été extrait par une plante via ses racines, puis mangé par une vache, puis est arrivé jusqu'à vous sous forme de steak ou de lait, a été traité dans l'estomac, absorbé dans le sang et incorporé à vos os et à votre ADN. Ce cycle du phosphore dans la nature s'appelle le cycle du phosphore, et c'est l'un des cycles biogéochimiques les plus lents de la planète. Le carbone, l'azote, le soufre parcourent leur cycle rapidement en passant par l'atmosphère. Le phosphore ne circule qu'à travers l'eau et le sol, car il n'a rien à faire dans l'air. Un atome de phosphore qui se retrouve dans l'océan se dépose sur le fond sous forme de sédiments et peut y rester des millions d'années avant que des processus tectoniques ne remontent ces roches à la surface. C'est là que surgit un problème pratique auquel peu de gens pensent, mais qui pourrait devenir l'un des grands enjeux du XXIe siècle. Le phosphore est une ressource limitée. Tous les gisements de phosphorite d'où l'on extrait la matière première pour les engrais sont concentrés dans quelques régions du monde. Environ 70% des réserves mondiales se trouvent au Maroc et au Sahara occidental occupé. Les autres grandes réserves sont en Chine, en Algérie, en Syrie, en Russie, aux États-Unis. Selon diverses estimations, au rythme de consommation actuel, les réserves confirmées de phosphore suffiront pour 50 à 80 ans. Après quoi, l'extraction deviendra bien plus coûteuse et l'agriculture telle qu'elle existe aujourd'hui sera menacée. Sans engrais phosphatés, les rendements céréaliers s'effondreront. L'agronomie moderne repose sur l'apport annuel de millions de tonnes de phosphate dans les sols sous forme d'engrais minéraux. Sans ces engrais, la terre s'épuise rapidement, car le phosphore est constamment lessivé par les pluies, emporté dans les rivières, dans les mers et se dépose au fond. Si l'humanité n'apprend pas à recycler le phosphore à partir des déchets, en premier lieu des eaux usées et des effluents de l'élevage, une crise alimentaire nous guette, provoquée par l'épuisement de l'élément le plus banal du tableau de Mendeleïev. Et là, l'histoire boucle ironie sur ironie. Hennig Brandt, il y a 350 ans, extrayait du phosphore de l'urine humaine. Aujourd'hui, des scientifiques cherchent à nouveau des moyens d'extraire le phosphore des eaux usées, des boues d'épuration et des déchets agricoles. Les technologies sont différentes, mais le principe est le même. Les excréments humains comme source de l'un des éléments les plus précieux de la planète. Au Japon, en Allemagne, en Suisse, des installations pilotes extraient déjà des sels phosphatés des eaux usées des villes, utilisables comme engrais. Dans quelques décennies, cela deviendra une nécessité, non une expérimentation. Et en ce sens, Brandt n'était pas un alchimiste fou, mais un prophète. Il avait compris que les déchets humains renferment quelque chose d'extrêmement précieux. Il se trompait seulement en croyant que cette substance précieuse était de l'or. C'était en réalité du phosphore, qui à long terme pourrait s'avérer encore plus précieux que l'or. Sans l'or, l'humanité s'en passerait très bien. On ferait les bijoux avec d'autres matériaux. Sans phosphore, l'humanité s'éteindrait en une génération, morte de faim.
Le paradoxe que nous devons reconnaître dans ce chapitre est le suivant. Ce même élément qui, sous la forme du phosphore blanc, réduit les villes en cendres, construit votre corps sous la forme de groupes phosphates, vos pensées, votre mémoire. Les molécules d'ATP qui, en ce moment même, pendant que vous écoutez ce texte, se décomposent dans les neurones de votre cerveau pour que vous puissiez recevoir l'information, la traiter, comprendre le sens des mots. Ces molécules contiennent chimiquement le même élément que celui qui fut utilisé pour détruire Hambourg. La frontière entre la vie et la mort au niveau chimique est une question de géométrie des liaisons. Dans la molécule tétraédrique P4, le phosphore est un poison mortel et un agent incendiaire. Dans le groupe phosphate de l'ADN, le phosphore est le fondement de la vie. Et là réside peut-être la leçon principale de la chimie. Les propriétés des substances ne sont pas définies seulement par les atomes qui les composent, mais aussi par la façon dont ces atomes sont liés les uns aux autres. Le diamant et le graphite sont composés des mêmes atomes de carbone. L'un est transparent, dur, précieux, l'autre est noir, mou et bon marché. La même chose avec le phosphore, à ceci près que la différence entre les formes du phosphore n'est pas la différence entre le diamant et le graphite. C'est la différence entre la vie et une mort atroce, entre l'os qui porte votre corps et la flamme qui brûle ce corps vif. Et ce paradoxe, nous essaierons de le méditer dans le dernier, le 6e chapitre de notre histoire, où nous rassemblerons tous les fils, où nous réfléchirons à la signification de l'élément numéro 15 dans le grand tableau de l'existence, où nous parlerons des lacs de phosphore en Inde, de la mer lumineuse au large des côtes de Californie, des corps humains qui, après la mort, brillent dans l'obscurité, pour la même raison que brillaient les mâchoires des jeunes filles dans les usines d'allumettes de Londres, et du fait que nous, les êtres humains, sommes en grande partie constitués d'un matériau qui s'est brûlé, ce à quoi nous préférons le plus souvent ne pas penser. Le marais d'Okefenokee, en Caroline du Nord, États-Unis, la nuit. La pleine lune ne sert à rien, car l'épais couvert forestier ne laisse pas passer la lumière. Si vous vous êtes perdu ici après le coucher du soleil, vous ne voyez que des silhouettes noires d'arbres et rien de plus. Et soudain devant vous, entre les racines d'un vieux chêne, apparaît une lueur terne, bleutée verdâtre. Elle se balance comme sous l'effet du vent, alors que l'air est immobile. Elle ne projette pas d'ombre, n'éclaire pas le sol alentour, n'a pas de source que l'on pourrait toucher. C'est une lumière fantomatique qui, depuis des centaines d'années, effrayait les voyageurs, les faisait quitter le sentier et se noyer dans les marécages. Elle a donné naissance à des dizaines de légendes sur les feux follets, les âmes des morts, les lanternes des sorcières. En anglais, ce phénomène s'appelle Will-o'-the-Wisp. Dans différentes langues, il porte des dizaines de noms, et ce phénomène a plusieurs explications. L'une d'elles est liée au phosphore. Quand les restes d'animaux se décomposent dans le sol marécageux, les eaux riches en phosphate de calcium libèrent progressivement du phosphore. Ce phosphore peut former de la phosphine gazeuse, et ses dérivés qui, remontant à la surface, s'oxydent dans l'air et brillent doucement. Le même processus qui donna son nom à l'élément numéro 15, la chimie-luminescence du phosphore dans la nature. Le feu des marais que voyaient les ancêtres bien avant qu'Hennig Brandt ne fasse bouillir ses 60 seaux d'urine à Hambourg. Mais un fait encore plus sinistre est que le corps humain est lui aussi capable de briller après la mort, et là encore, grâce au phosphore. Sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, les soldats qui rampaient la nuit parmi les corps de leurs camarades tombés signalèrent plus d'une fois un phénomène étrange. Des blessés dont les plaies étaient souillées de boue des marécages découvraient parfois sur leur corps une faible lueur bleutée dans l'obscurité. Ce phénomène reçut le nom de « lueur des anges ». On le considéra longtemps comme quelque chose de mystique. Ce n'est qu'en 2001 que des lycéens américains en découvrirent la vraie cause. Dans l'eau des marais qui pénétraient dans les blessures, vivaient des bactéries de l'espèce Photorhabdus luminescens. Ces bactéries produisent des substances qui brillent dans l'obscurité. Elles n'ont rien à voir avec le phosphore au sens strict, mais créent cette même lumière froide et fantomatique que Brandt avait vue autrefois dans sa cornue. Et cette lueur s'ajoutait comme une note sinistre de plus aux horreurs de la guerre. Cependant, les recherches montrèrent que les soldats ayant de telles plaies lumineuses survivaient plus souvent, car les bactéries entraient en compétition avec les microbes pathogènes et réduisaient le risque de gangrène. La nature continue de nous jouer des tours, entremêlant vie et mort en d'étranges motifs. Nous avons parcouru un long chemin dans ce récit. De la cave d'Hennig Brandt à Hambourg au XVIIe siècle, aux bombes au phosphore sur Hambourg au XXe siècle. De la quête alchimique de l'or
aux usines d'allumettes où des enfants perdaient leurs mâchoires. Des bombardements qui réduisirent les villes allemandes en cendres jusqu'aux molécules d'ATP qui rendent possible votre pensée même. 6 chapitres. Et dans chacun d'eux, nous revenons à un même élément. 15 protons dans le noyau. Une configuration électronique se terminant par 3 électrons dans la troisième couche. Ni métal, ni gaz, mais quelque chose d'intermédiaire que les chimistes appellent un non-métal. Masse atomique 31, découvert en 1669, nommé d'après l'étoile du matin Vénus, le porte-lumière. Et en parallèle, comme un miroir sombre de ce nom, le nom romain de cette même étoile, Lucifer, le porte-lumière, devenu dans la tradition chrétienne le nom de l'ange déchu. Ce double sens inscrit dans le nom de l'élément lui-même traverse toute son histoire comme une prophétie. Une substance qui donne la vie et tue simultanément, qui construit vos os et brûle votre corps en même temps, qui inscrit dans l'ADN l'information sur ce que vous êtes et efface des villes entières de la surface de la Terre. Que devons-nous retenir de cette histoire? Plusieurs leçons, dont chacune a un sens pour le monde contemporain. La première leçon est que la science ne progresse pas en ligne droite, de l'ignorance vers la connaissance. Elle progresse en zigzag, à travers les erreurs, les découvertes accidentelles, les bêtises humaines, à travers l'obsession individuelle de certaines personnes. Hennig Brandt avait tort sur tout. Il cherchait la mauvaise chose, partait de faux postulats, croyait en des idées mystiques médiévales. Et pourtant, il fit l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la chimie. S'il avait raisonné scientifiquement, selon nos critères, il n'aurait jamais distillé 40 tonneaux d'urine dans une cave. Il aurait trouvé cela absurde et y aurait renoncé. Mais c'est précisément son obsession absurde qui offrit à la science l'élément numéro 15. Cela signifie que parfois, les découvertes les plus précieuses sont faites par des gens qui cherchent la mauvaise chose au mauvais endroit, et que la science a toujours besoin de fous, d'obsédés, de ceux qui sont prêts à consacrer 10 ans à une cause que tout le monde considère comme idiote. Sans ces gens, nous n'aurions ni le phosphore, ni les rayons X, ni la pénicilline, ni la plupart des grandes découvertes du XXe siècle. La deuxième leçon est plus sombre. Toute découverte scientifique peut être utilisée à des fins militaires, n'importe laquelle, sans exception. L'électricité nous a donné la lumière, mais aussi la chaise électrique. La physique nucléaire nous a donné l'énergie, mais aussi la bombe atomique. La biologie nous a donné les vaccins, mais aussi les armes biologiques. Le phosphore nous a donné les allumettes, les engrais, la compréhension de l'ADN et simultanément les bombes au phosphore. Les systèmes fluviaux empoisonnés, les villes détruites. Et à chaque fois qu'un scientifique découvre quelque chose de nouveau, il se trouve inévitablement des gens pour tenter d'adapter cette découverte à des fins meurtrières. Ce n'est pas une supposition, c'est une loi empirique de l'histoire. Et lorsque les scientifiques modernes travaillent sur l'édition génétique, l'intelligence artificielle, les nouveaux matériaux, les nanotechnologies, nous devons nous souvenir des leçons du phosphore. Chacune de ces découvertes sera tôt ou tard utilisée à des fins militaires. La question n'est pas de savoir si l'on peut l'éviter. On ne peut pas. La question est de savoir dans quelle mesure nous, en tant que société, sommes prêts à ces conséquences et dans quelle mesure nous savons limiter les applications militaires par des conventions internationales et une pression sociale. La troisième leçon concerne les victimes du progrès technologique. Les jeunes filles qui mouraient de la mâchoire phosphorée dans les usines londoniennes à la fin du XIXe siècle étaient les victimes invisibles de leur époque. Personne ne se souvenait de leur nom, personne ne leur élevait de monument. Elles étaient enterrées dans des fosses communes, et 2 ou 3 générations plus tard, on les avait totalement oubliées. Tout comme, dans quelques décennies, peu de gens se souviendront des 42 000 civils de Hambourg morts sous les bombes au phosphore. Tout comme déjà peu de gens se souviennent des paysans vietnamiens brûlés par le napalm et le phosphore dans les années 1970. Le progrès avance en laissant derrière lui des cimetières où reposent ceux qui n'entrent pas dans les manuels d'histoire. Des gens ordinaires qui devinrent le matériau de consommation des grandes découvertes et des grands jeux politiques. Et lorsque nous utilisons les commodités modernes, des allumettes aux engrais sur notre table, nous devons nous rappeler que derrière chacune de ces commodités se trouve le sacrifice de quelqu'un. Parfois, ce sacrifice était inévitable. Parfois, il aurait pu être évité si les propriétaires de l'industrie n'avaient pas placé le profit au-dessus des vies humaines. L'histoire des allumettes au phosphore est celle d'une industrie qui connaissait le danger, disposait d'une alternative sûre et continua pendant 60 ans à utiliser le matériau mortel pour économiser quelques centimes par boîte. La quatrième leçon concerne la nature duelle de la matière en tant que telle.
Au niveau des atomes, il n'y a ni bien ni mal. Un atome de phosphore dans une bombe incendiaire et un atome de phosphore dans votre ADN sont un seul et même atome. Les mêmes 15 protons, les mêmes électrons sur les mêmes orbitales. La différence entre la vie et la mort n'existe qu'au niveau de l'organisation. Comment exactement les atomes sont-ils liés les uns aux autres? Dans quelle géométrie? Dans quelles molécules? Et cela signifie une vérité profonde sur la nature de l'existence. Le mal et le bien dans le monde de la matière ne sont pas des propriétés de la matière elle-même, mais des propriétés de l'organisation, de la structure, de la forme. La nature a créé les groupes phosphates de l'ADN parce que cette géométrie était commode pour enregistrer l'information. La nature aurait pu tout aussi bien former des tétraèdres de phosphore blanc, et alors aucune vie n'existerait, car ces tétraèdres se détruisent d'eux-mêmes dans l'air. La vie est une combinaison spécifique et très étroite de formes moléculaires dans lesquelles les atomes sont organisés de telle façon que le système peut se maintenir, se reproduire, évoluer. Et nous, les êtres humains, existons grâce à cette géométrie heureuse. Si la chimie du phosphore était légèrement différente, nous n'existerions pas. Si les liaisons phosphates dans l'ATP étaient un tant soit peu plus solides ou un tant soit peu plus fragiles, la biochimie ne fonctionnerait pas. Nous existons dans une fenêtre très étroite de possibilités chimiques, et c'est la nature qui nous a offert cette fenêtre. Mais dans cette même fenêtre se trouvent aussi les substances qui nous détruisent. La cinquième et dernière leçon est la plus personnelle. Si vous tenez en ce moment un téléphone dans la main et écoutez ce récit, il y a dans votre corps environ 780 grammes de phosphore. C'est plus que de fer, plus que de calcium sous n'importe quelle autre forme, à l'exception des os eux-mêmes. C'est 4/5 d'un kilo de l'élément numéro 15, réparti dans votre corps. Environ 85% de cette quantité se trouve dans vos os et vos dents sous forme de phosphate de calcium. Le reste est dans les tissus mous, dans chaque cellule, dans chaque molécule d'ADN, dans chaque molécule d'ATP. En ce moment même, pendant que vous inspirez et expirez, des millions de liaisons phosphates dans vos mitochondries se rompent et se reconstituent. En ce moment même, dans votre cerveau, les neurones transmettent des signaux les uns aux autres, et dans cette transmission participent des molécules contenant du phosphore. Vous êtes du phosphore. Pas seulement du phosphore, bien sûr, mais dans une mesure considérable. Et un jour, dans de nombreuses dizaines d'années, votre corps cessera de fonctionner, et les atomes de phosphore qu'il contient commenceront progressivement à retourner dans le sol, dans l'eau, dans le cycle de la biosphère. Certains d'entre eux, dans 1000 ans, se retrouveront dans les os d'une autre personne. Certains dans un champ de céréales, certains dans un poisson. Certains, peut-être, dans un concours de circonstances malheureuses, se retrouveront dans un arsenal militaire et brûleront au-dessus d'une ville. Les atomes ne font pas de distinction. Peu leur importe où être. Ils sont tous les mêmes, aussi anciens que l'univers lui-même, formés dans des étoiles il y a 10 milliards d'années et condamnés à poursuivre leur existence encore des milliards d'années. Hennig Brandt mourut dans la misère et l'oubli. Les victimes des bombardements au phosphore moururent dans les flammes. Les jeunes filles des usines d'allumettes moururent de leurs mâchoires en décomposition. Les scientifiques qui étudiaient le phosphore mouraient d'empoisonnement dans leur laboratoire. Et chacun d'eux, Brandt, les victimes, au moment de leur mort, portait en lui ces mêmes atomes de phosphore qui les tuaient. Cet élément nous traverse de part en part. Il est en nous et hors de nous. Il est dans notre nourriture et dans notre sang, dans nos pensées et dans nos os, dans nos armes aussi. Le porte-lumière, Lucifer, le nom donné à l'élément il y a plus de 3 siècles, s'avéra prophétique. La lumière de la vie et la flamme de la mort, jaillissant d'une seule et même source. Un même élément, une même chimie, une même loi de la nature, qui nous crée et peut à tout moment nous détruire. Hennig Brandt cherchait de l'or dans de l'urine et n'y trouva pas de l'or, mais quelque chose de bien plus étrange. Il trouva une lumière qui brille d'elle-même, une lumière qui n'a pas besoin de source. Une lumière qui, comme nous le savons aujourd'hui, existe partout où il y a de la vie et partout où il y a de la mort. Une seule et même lumière. Et cette lumière brûle encore à cet instant dans chaque cellule de votre corps, dans chaque molécule de votre ADN, dans chaque battement de votre cœur, et continuera de brûler jusqu'à votre dernier souffle, puis passera à quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'est faite la nature, c'est ainsi qu'est fait le phosphore, c'est ainsi qu'est faite la vie.